Sous l'orage, Seydou Badian, Kouyaté. À l'ombre d'un grand arbre, le père Djigui, au milieu d'autres du village, cousait des bandes de coton. Il savait déjà que 2 étrangers le demandaient, les enfants le lui avaient dit. Certains avaient même précisé un commis et sa femme. Mais le père Djigui, imperturbable, cousait ses bandes de coton et crachait son tabac. Les autres vieux se demandaient, inquiets, ce qu'avait pu faire Djigui, tandis que le maître des chasseurs s'efforçait de garder tout son calme. Il était non seulement un homme, mais un chasseur, c'est-à-dire un de ceux qui, d'un coup de bâton, peuvent mettre le lion en fuite. Mais là, il ne s'agissait ni de lion, ni de panthère, ni même de grands êtres de la nature. Le père Djigui se rappela que l'année dernière, il était allé déclarer au cercle qu'il n'avait plus de fusil, l'âge ne lui permettant plus le va-et-vient entre le bureau du commandant et le village, va-et-vient dont son seul fusil était la cause. Le père Djigui peut tout ce que peut un chasseur, mais son pouvoir, il l'use contre les fauves. Pour les hommes, il doit demeurer homme. C'est pour cela qu'il ne faisait appel à aucune des forces surnaturelles qui, depuis son arrière-grand-père, s'étaient mises au service de la famille. Birama et Kani arrivèrent avec leur escorte. Les vieux qui les avaient aperçus tournèrent le dos. Le père Djigui feignit de ne rien voir. « Des enfants de Benfa sont venus te voir » s'écria la vieille, à une vingtaine de mètres de l'arbre. Le père Djigui se redressa, sourit et tendit la main. Birama accourut. « Il te vient nous voir, fit le vieillard, il faudra porter nos habits. » Birama sourit. Les autres vieux se levèrent et vinrent entourer le père Djigui et ses neveux. Alors commencèrent les salutations, un peu de partout. « Comment va Benfa ? La paix est chez vous. » Et chacun, là encore, disait ce qu'il savait de Benfa, de sa gentillesse et de son courage. Quand tout le monde fut satisfait, le père Djigui conduisit ses enfants à la maison. Birama et Kani avaient fait connaissance avec tous leurs parents. Certains parmi les anciens leur avaient parlé avec force détail de l'enfance du père Benfa, leur énumérant les qualités de leur père. Ils avaient rendu visite aux chefs et notables du village. Le père Djigui, infatigable, les avait guidés de porte en porte, de case en case. Il ne voulait oublier personne, car dans de pareilles occasions, on se fait facilement des ennemis. « Ah, il ne les a pas amenés chez moi, je ne suis donc rien à ses yeux. » Les vieux que Birama et Kani abordaient leur parlaient de la ville et de 1000 choses. « J'ai mon fils là-bas à la ville, il y est allé travailler pour payer nos impôts. La première année, il a envoyé quelque chose. Depuis, plus rien. Le connaissez-vous ? Le mien n'a pas eu de chance, il n'a pas pu trouver du travail et les Blancs l'ont mis en prison parce qu'il n'avait pas de travail. Est-ce sa faute ? Ici au village, nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas payer d'impôts. Nos enfants vont travailler à la ville pour nous envoyer de l'argent, mais ils ne reviennent plus. L'herbe gagne les champs. Ne pourriez-vous pas dire aux Blancs que nous ne sommes pas bien ? Les jeunes ne sont pas comme nous, ils préfèrent la ville. Ils disent qu'on y est plus tranquille, ils disent que là-bas, on est plus heureux. Est-ce vrai ? Dites aux Blancs que vous avez assez appris, qu'ils vous laissent à présent, vous êtes en âge de fonder un foyer. Soyez commis et venez nous protéger. Le père Djigui lui-même avait dit. Le chef blanc vient au village avec ses gardes, il veut qu'on le salue, la main à la tempe, nous sommes vieux, cela nous fatigue, ne le sait-il pas ? Dans le village voisin, il a mis un chef qui n'est pas du pays, personne ne le veut, sauf le blanc. Les gens ont peur, alors ils tremblent. Le blanc ne sait-il pas que quand on tremble devant un chef, on désire secrètement le voir trembler à son tour ? Un chef qui fait trembler est comme une grosse pierre qui barre une piste. Les voyageurs l'évitent, la contournent, puis un jour ils s'aperçoivent que le chemin serait moins long s'il n'y avait pas la pierre. Alors ils viennent en grand nombre et la déplacent. La force ne crée pas un chef, mais un adversaire à battre. Le blanc nous oblige à nous découvrir pour le saluer. Dites-lui que chez nous, un vieux ne se découvre pas. Dites-lui aussi que c'est aux jeunes à saluer le vieux. Avant, les affaires du village ne sortaient pas du village. Pourquoi nous oblige-t-on à aller au cercle où le commis nous insulte ? Dites-lui que nous ne sommes pas bien.
Nous lui donnerons encore plus de poulet, nous lui donnerons encore plus de mil s'il le faut, s'il le veut, mais nous ne sommes pas bien. Cani, allongée sur le taras d'une de ses vieilles tantes, n'arrivait pas à s'endormir. La vieille lui avait dit « Je me trouve mieux sur la natte, à même le sol. Je sais qu'à la ville, vous n'aimez pas cela. Je t'ai donc aménagé le taras, tu seras bien ainsi. D'ailleurs, pourquoi fuir le sol? N'est-il pas le lieu qui nous attend tous ?» La vieille avait ri, montrant ses gencives garnies de quelques dents. Une foule de pensées se pressait dans l'esprit de Cani. Si Birama avait été à ses côtés, elle aurait parlé de beaucoup de choses. Mais le père Jigui avait dit « Birama, tu resteras du côté des hommes ». Et Cani se trouva seule au milieu de ses tantes et cousines. Cani se tournait sans cesse et soupirait quelquefois. Elle voyait le village, ses petites cases couvertes de chaumes, ses greniers aux toits coniques. Elle pensait à l'odeur de karité que dégageaient la plupart des habitations. Elle voyait les fétiches, étranges statuettes, masques aux 1000 tatouages sur les petits murs d'argile, les cours où déambulent moutons et chèvres, tandis que la volaille s'affaire au pied des greniers. Elle pensait aux femmes, aux éclats de rire fusant autour des puits, aux pagnes de cotonnade et aux histoires qui se racontent au cours de la journée, histoires de semailles, de grandes pêches, de battues ou de feux de brousse. Quelle vie, soupira Cani. Les vieux assis sous le grand arbre, au tronc orné de cornes, de buffles et d'amulettes. Singulier arbre. Est-ce vrai que le soir venu, il se change en vieille femme et à travers le village vient choisir ceux qui doivent mourir? Cani eut un frisson. Les chiens du père Jigui se mirent à aboyer. Qu'y a-t-il? Car les chiens n'aboient jamais sans cause. Il y a toujours quelque chose quand un chien aboie. Un animal, un monstre, un étranger ou un des grands êtres invisibles pour les humains. Serait-ce le grand arbre? Cani ferma les yeux. Des éclats de rire s'élevèrent dans la rue. Un peu rassurée, la fille de Benfa se redressa, jeta un coup d'œil dans la cour. Tout est calme, se dit-elle, c'est peut-être les passants qui font aboyer les chiens. Cani pensa à la grande clairière, non loin de l'arbre, lieu où se réunissent les mauvais génies de la région, où d'où s'élèvent la nuit d'étranges clameurs. Fatales clameurs, car qui les entend à ces jours comptés? Quelle vie! Les hommes du village, couverts le plus souvent d'amulettes, défilaient sous ses yeux, vieux, taciturnes, au regard sombre, jeunes dans leurs boubous jaunes de cotonnade. Non, ce n'est pas la ville, rien ici ne la rappelle. Le feu s'obstient avec le silex, la bouillie de mille se mange salée, pas de sucre, pas d'argent. Ici, on n'achète pas, on échange. Les femmes ne connaissent rien des 1000 choses avec lesquelles on se part si bien. Elles ont leur pagne autour des reins, quelques-unes ont une camisole, et quelle camisole! Cani soupira. Les vieux ont interdit le port des perles et le père Jigui trouve cela très sage. Oui, disait le vieux. Quelques marchands de la ville sont arrivés, les corbeilles remplies de perles. Chaque femme a voulu posséder le plus joli collier, le plus fin bracelet. Les femmes se sont jalousées, les hommes se sont donné des coups. Alors, nous avons décidé, plus de perles. Quelle vie! Cani se retourna. Et pour se distraire, ils n'ont que le tam-tam, les fêtes, semailles, battues, grandes pêches. Tout le village est alors sur pied. Les vieux dirigent, tout le monde s'affaire, du plus jeune au plus âgé, et les tam-tams grognent. Tam-tam partout et toujours. Cani se mit à bâiller, dégoûté. Tout d'un coup, un épouvantable hurlement rompit le silence. Cani se crispa. La vieille, qu'elle croyait endormie, se leva en sursaut, mit une natte devant la porte de la case, s'assura que la porte était bien fermée, se gratta le dos à grand bruit et se recoucha. Les chiens n'osèrent aboyer. Glacé de peur, Cani disparut sous les couvertures. Le hurlement s'éleva de nouveau, puis une voix d'une puissance extraordinaire tonna. Totem des morts, linceul des vivants, je frappe l'insolent, je frappe sans trace, mais où je frappe, s'installe la mort. Cani tremblait de tous ses membres. La voix reprit. Sortez, l'heure arrive. Cani comprit ce qui se passait. Les sociétés secrètes, contrairement à ce qui se disait en ville, n'étaient pas mortes.
Elle se blottit sous les couvertures et ferma les yeux, car elle savait que la mort était là devant elle. Les trompes sonnèrent graves et firent place peu à peu à de lugubres tam-tam. C'est la danse de la mort, se dit Kani. Mon Dieu, protégez-nous, mon frère et moi. Birama et Kani s'étaient levés plus tôt. Ils s'apprêtaient à rendre visite à quelques amis du père Jigui dans le village voisin. Il était environ 7 heures. Déjà, le père Jigui confectionnait des nattes dans sa case. Une de ses femmes pilait le mil et chantait. Kani se lava le visage, se cura les dents et se dirigea vers les bagages, posés dans un coin de la case. Mais à peine eut-elle fait quelques pas qu'elle courut, hurlant vers son frère. « Birama, 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 un lézard, un énorme lézard !» Sur la valise de Kani, un lézard d'environ 80 cm de long se reposait, tranquille. Birama sauta de son tara et tous deux s'élancèrent vers la cour. Kani vint au père Jigui tandis que Birama prenait une hache. « Que fais-tu » lui cria le vieillard. « Un lézard » répondit Birama, la frayeur dans les yeux. « Tu es fou » hurla le vieillard retenant son neveu. « Le lézard fait partie de notre famille. » Birama, bouche bée, fixait tour à tour Kani et son oncle. Ce dernier, catégorique, tourna le dos. Kani prit la main de son frère. « Mais avis que le blanc ne vous apprend pas assez de choses, fit une des vieilles femmes du père Jigui. Non, la vérité est qu'il ne voit plus les choses anciennes. Le blanc leur apprend les écrits, pas autre chose, observa le père Jigui. Faudrait le lui dire alors, vaudrait mieux qu'il sache tout, lança la vieille femme en s'en allant vers la cuisine. C'est toi, Birama, qui as crié? Non, je n'ai pas crié. Ne crie jamais, un homme ne crie pas. Certains chefs ne s'adressent à leur administré qu'en criant, ils crient et ils menacent. Or, vois-tu, un chef qui crie pour se faire craindre sans qu'il lui manque quelque chose. On te l'a pas appris, cela, là-bas? Non? Alors, retiens-le, ne crie jamais et ne fuis jamais, quel que soit ce que tu auras en face. Un homme ne court pas. Quand on doit la vie à la fuite, on ne vit plus qu'à moitié. On est dominé soit par le souvenir de la peur, soit par la honte. On n'est plus un homme libre. Mais face à un ennemi puissant, n'est-il pas plus sage de reculer pour mieux se battre plus tard, me disait Tiémon le soigneur. Non, il faut se battre, le destin l'a voulu. Doit-on se battre les mains nues, même contre un fauve? La seule arme que craignent les fauves est le courage. Tout fuit devant le courage, mais quand il voit que la peur est dans vos yeux, c'est votre perte. Pour l'homme, c'est pareil. Si tu as peur, ton ennemi n'en a que plus de courage. L'homme ne doit avoir peur que de la honte. Il ne faut jamais accepter la honte. Tu as beaucoup de choses à apprendre encore. On m'a dit, à la ville, les enfants disent « moi ». Ils ne parlent que d'eux. J'ai ri et j'ai répondu « nous faisons une bonne chose chez nous. Lorsque quelqu'un dit moi, nous l'envoyons à la ville. Il n'a plus d'amis parmi nous. Quand tu seras grand, tu ouvriras ta porte à l'étranger, car le riz cuit appartient à tous. L'homme est un peu comme un grand arbre. Tout voyageur a droit à son ombre. Lorsque personne ne vient chez toi, c'est que tu seras comme un arbre envahi par les fourmis rouges. Les voyageurs te fuiront. Pourtant, Tiémon le soigneur m'a dit, si tu ouvres ta porte à tout le monde, les paresseux seront nombreux. Mais je lui ai dit, avec tes paroles, tu détruiras le village. Il est des pensées qu'on doit taire. Nous sommes comme des guerriers sur un champ de bataille. La peur est en chacun. Lorsqu'on voit le voisin courir à l'ennemi, on se dit « il est fou », puis on fait comme lui et on devient brave. Si chaque guerrier avait dit sa peur au voisin, on n'aurait pas labré et peut-être décidé la fuite. Tiémon le soigneur m'a dit à propos de bataille, les Blancs ne sont pas d'accord, il y a encore des différends entre eux, une autre bataille est à craindre. Je lui ai dit, les Blancs se battent toujours car ils ont fait fausse route. Ils se sont mesurés à Dieu et ils ont perdu. Vouloir de faire ce qui était fait par les dieux afin de mettre à la place ce que désirent les hommes. Voilà le geste audacieux dont rêvent les Blancs. Voilà aussi la source de leur litige.
Si les laboureurs, les bâtisseurs de cases, les piroguiers, les tisserands et les chasseurs travaillaient pour le village, il n'y aurait pas de litige. Mais il y a eu des guerres entre villages, m'a dit Clément le soigneur. Oui, dans les terres du Nord, cela est arrivé. 2 villages ont voulu se mesurer pour savoir lequel avait les plus intrépides guerriers. Les villages voisins s'y sont mêlés, prenant parti selon les liens de parenté. Les meilleurs laboureurs, les meilleurs piroguiers moururent dans la bataille et la famine s'abattit sur la région. Cela me rappelle ce que disaient nos aînés. Les dieux aident surtout ceux qui veulent détruire. Il faut agir sur la nature comme les Blancs, m'a dit Clément le soigneur. Les Blancs suivent le progrès. C'est cela la bonne voie. Et où cela mène-t-il? Les machines finiront par tout faire, l'homme se reposera. L'homme n'est pas fait pour se reposer, lui ai-je dit. Sans les travaux des champs, il n'y a pas de bonne musique. Il y aura de belles maisons, de belles villes, de belles autos. On se trouvera bien. Alors j'ai ri et je lui ai dit « Suis le progrès, les litiges te suivront et ces maisons, ces autos, ces machines, tout cela t'écrasera un jour et tu regretteras le village et la fatigue des champs, les champs des perroquets, le va-et-vient des tisserands. Car l'homme doit toujours dominer ses créatures. Si par le progrès vous supprimez l'effort des laboureurs, vous vous trouverez de nouvelles besognes et vous vous sentirez moins bien à l'arrivée qu'au départ. Par le progrès, vous croyez dominer la nature, alors que vous devenez prisonnier de vos propres créations. Le père Jiggy cracha son tabac et se remit à confectionner ses nattes. Birama et Kani se levèrent.